Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de la revue des Grandes Unes. C'est l'édition de ce jeudi 14 novembre 2024. Nous sommes en direct de nos studios de Douala. Découvrons ensemble les principaux titres proposés par les tabloïds de ce matin. La nouvelle expression d'abord qui nous amène du côté de l'Assemblée nationale. L'enquête sur Glencore attendue, titre l'édition de ce matin, comme dans l'affaire Mouchipou qui avait fait bouger la représentation nationale il y a une vingtaine d'années. Le député Jean-Michel Ninche, président du FCC, demande aux députés de se saisir de ce scandale et de constituer une commission d'enquête, comme l'a d'ailleurs demandé implicitement le président de la République. La nouvelle expression rappelle aux députés l'origine de la mafia internationale. C'est en page 4 et 5 de l'édition de ce matin. Toujours à lire en page 2 de la nouvelle expression, et tout dit comment Paul Biya martyrise ses créatures. Lorsqu'on racontera à nos petits-enfants certaines formules de la méthode du président de la République du Cameroun, ils diront que ce sont des insolites, parce que la façon dont le patron de l'ordre de 82 gère sa galaxie défie toutes les lois de la science politique, soutient un analyste. Il s'agit en effet du docteur Aristide Monod, dont vous retrouverez la chronique en page 2 de la nouvelle expression. Terreur de Boko Haram, Kamto écrit à l'armée, nous apprend la nouvelle expression de ce matin. Après les dernières attaques successives et meurtrières des combattants de la secte islamiste sur le territoire camerounais à l'extrême nord, le président du MRC et candidat à l'élection présidentielle 2025 envoie un message d'encouragement et d'appel à plus de solidarité des troupes sur le terrain. La sortie de professeur Brice Kamto, c'est en page 11 de la nouvelle expression. Reparlons du président de la République à la une du quotidien. Le messager Biya et le renouveau, 42 ans de promesses fallacieuses. Dans une tribune libre, le Marie Kagde, deuxième vice-président national du SDF, dresse la liste des 10 engagements non tenus depuis l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême. C'est en page 4 et 5 du messager. Mutation donne la parole ce matin à Magloire Ondoa, le recteur de l'université de Douala, qui dit que Paul Biya n'était pas le premier choix d'Aïdjo. Vous aurez des détails, vous en saurez pourquoi en parcourant l'article de Mutation en page 7. L'économie quotidienne nous amène du côté de Yaoundé au marché Mokolo précisément. Le difficile assainissement, on constate donc l'économie quotidienne. Un énième ultimatum de la mairie de la ville de Yaoundé donne jusqu'au 20 novembre 2024 aux vendeurs ambulants pour libérer les routes et trottoirs. À quelques jours de l'échéance, rien n'a bougé, constat de reporter de l'économie quotidienne. Le quotidien Le Jour s'intéresse à la transformation industrielle et minière et nous dit qu'elle est en marche au Cameroun. Dans son discours d'ouverture de la 3e session ordinaire de l'Assemblée nationale le 11 novembre 2024, son président Kavaye Ege Dibril a salué la remarquable dynamique constatée dans le secteur, écrit dans le quotidien Le Jour. Et pour Cameroun Tribune de ce matin, agriculture de seconde génération, la mécanisation est en marche. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, Joseph Diongouté, a présidé hier à Yaoundé la signature des conventions de rétrocession de l'usine des tracteurs de Bolova et d'engins et équipements au Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole. Ces outils constituent entre autres de 239 tracteurs agricoles, fruits de la coopération avec le gouvernement indien, seront mis à la disposition des promoteurs de projets agro-pastoraux. Évocation en page 3 de Cameroun Tribune. Le quotidien Émergence s'intéresse à la crise anglophone et à l'administration Trump. Les sombres prédictions de Tibor Nagui à retrouver en page 5 du quotidien Émergence. Éco-Santé qui est en kiosque s'intéresse à la réduction de la mortalité et parle donc des actions de ASFAC et l'OMS. Au Cameroun, les complications liées aux avortements représentent un enjeu de santé publique majeur et étant donc à l'origine de ces cas de 30% des décès maternels. Pour faire face à cette situation, l'OMS et l'ASFAC ont organisé une formation à Douala visant à renforcer les compétences de 40 enseignants issus des écoles de sages-femmes en matière de soins complets d'avortement après avortement au Cameroun. Précision en page 3 du journal Éco-Santé. Un peu de satire pour terminer avec le Popoli, audace aux ailes des jeunes. Vaniste critique le Kunkuma sur son propre tam-tam et en Kunkuma, pas de boulot, pas de route, dit l'artiste. Et la journaliste s'est inquiétée. La critique de Paul sur le tam-tam de Paul, Charles Dongo va me manger cru. Voilà, donc interdit de critiquer Paul Biya sur son tam-tam. Voilà ce que dit Popoli relativement à cette actualité autour de l'artiste Vanister.
Allez, on a quelques invités en plateau pour en parler, ils sont déjà là. Je vais commencer par ma gauche, Didier Dengue, bonjour. Bonjour Achille Kamga, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinos Télévision et surtout à ceux qui suivent la revue des Grandes Unes tous les jours. Le directeur de publication de dengue.com et la plume de l'aigle. Effectivement, la plume de l'aigle, c'est dengue.com. Donc les téléspectateurs peuvent retrouver sur www.dengue.com. On vous a vu cette semaine sur une photo avec monsieur, c'est pas vous signer un partenariat Oui. C'est de quoi rapidement? C'est un partenariat qui a été signé entre Dengue Consulting. Dengue Consulting, c'est l'agence qui porte la plume de l'aigle et Mountain Hospitality. C'est dans le cadre de la CAN 2025 qui va se dérouler du côté du Maroc. Et Dengue Consulting est le partenaire qui peut faciliter l'achat des billets d'avion et même le séjour du côté du Maroc pendant la prochaine CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc, c'est dans le cadre de ce partenariat que nous avons paraphé un document qui scelle notre coopération. Et ça tombe plutôt bien parce que les Lions et Notables sont qualifiés pour la CAN Maroc 2025. On a déjà vu le match nul hier contre la Namibie, ils ont vu partout. On va accueillir sur ce plateau le directeur de publication de politique hebdo, Guy Hervé Fonga. Bonjour et bienvenue. Bonjour Achille et bonjour aux millions de téléspectateurs qui chaque jour ont toujours le même plaisir. J'ai encore eu des témoignages hier à regarder la revue toujours aussi qualitative des journaux qui paraissent au pays de l'apiro de Manga. Et un bonjour sympathique aux populations de Bafoussam premier, parce que votre journal d'hier, la revue d'hier, je crois, Ouesseko, titrait sur le revirement de situation du maire de Bafoussam premier et Bafoussam Sirignan, pour dire que des politiques hebdo, le journal dont je suis le directeur de publication prépare des révélations inédites, exclusives sur ce revirement de situation. Parce que ce qu'on n'a pas peut-être dit, c'est que Sirignan était maire SIF avant. Il a décidé de rentrer au quartier. Il est revenu en 2020. Il avait en face de lui un certain Elie Foka, qu'il a battu aux élections. Elie Foka, c'est l'actuel président du conseil régional de l'Ouest. Et aujourd'hui, il était le Bafoussam premier était perçu jusqu'ici comme un bastion imprenable pour l'opposition. Et au dernier nouvelle, il aurait été convaincu par Sylvestre Ngouchini, alias Congel-Cam, qui est le président de la commission permanente du RDPC là-bas, et qu'il a réussi à le ramener dans le RDPC. Alors les militants aussi bien de l'opposition que du RDPC ne comprennent pas ce revirement de situation. Et il était important que le journal qui éclaire, informe, conscientise, qui est en train de faire d'importants recoupements, dans quelques jours, fera des révélations inédites sur ce retournement, parce que la Michi était perçue par beaucoup comme étant le mouton noir du RDPC. Et ce revirement à 360 degrés de Sirignan, qui était un des derniers maires de l'opposition SDF qui dirigeait la mairie de Bafoussam premier, a décidé de rallier le parti au pouvoir. Et donc, dans quelques jours, nous vous promettons de très belles révélations exclusives sur ce revirement de situation. On attend impatiemment donc la sortie de Politique Hebdo, le prochain numéro 1. Et prenons la première actualité proposée par la Nouvelle Expression. Vous savez le scandale de Glencore, dont le procès se tient en ce moment du côté de Londres, en Grande-Bretagne, avec des Camerounais, les noms des Camerounais impliqués dans ce scandale-là, qui sont encore attendus. Et bien au Cameroun, les députés, notamment Jean-Michel Nitieux, s'intéressent à cette affaire et dit justement à ses pairs de l'Assemblée nationale d'ouvrir une commission d'enquête. On a déjà fait l'année dernière. J'ai envie de poser la question, Didier Dengue, pourquoi les députés esquivent le Glencore Gate à l'hémicycle? Vous savez, le dossier Glencore, c'est un dossier très sensible et que les autorités abordent avec mais alors avec beaucoup de réserves. Et vous savez également qu'au niveau de l'Assemblée nationale est majoritairement RDPC et ils ont une certaine discipline au sein du RDPC. On ne touche pas trop à certains dossiers sur lesquels le président national travaille, qui est également le président de la République. Donc je pense que les députés du Rassemblement démocratique du peuple camerounais y vont, mais avec beaucoup de réserves. Mais il est important qu'un député de l'opposition, un peu comme l'honorable Jean-Michel Nitieux, il est important de rappeler qu'il y a un enjeu
vraiment majeur dans le cadre de ce dossier. Vous avez c'est un scandale financier qui concerne non seulement nos ressources naturelles, mais également ceux-là qui ont la gestion de notre pétrole et surtout de nos finances publiques. Et c'est vraiment important d'en parler. Maintenant, il y a un autre aspect. Vous savez, quand un dossier est pendant, c'est très difficile d'aborder ce dossier de peur de s'ingérer dans les affaires judiciaires. Et à ce niveau, je me dis que les députés vont regarder une certaine... Pour l'instant, Jean-Michel, je demande d'ouvrir, de créer une commission d'enquête justement pour enquêter aussi à l'interne. Oui. Pour voir si on peut avoir des pistes. Ça peut se faire. Oui. Je pense que la doléance de Jean-Michel Nithieu peut être concrétisée. Pourquoi pas ouvrir une enquête au sein du Parlement pour pouvoir travailler sur ce dossier, même si on ne révèle pas les noms. Toujours est-il que même ceux qui ont corrompu les hauts fonctionnaires de la SNH, qui disent avoir corrompu les hauts fonctionnaires de la SNH, n'ont pas encore révélé les noms. Donc je pense que c'est un dossier très sensible sur lequel il faut y aller avec beaucoup de réserve et surtout de professionnalisme. Alors, on l'a dit, le procès est en cours à Londres, renvoyé dans quelques jours. Il y a également l'ADG de la SNH, Guy Fongan, qui a informé l'opinion publique qu'il avait saisi le TCS pour une enquête au niveau du Cameroun. Ce ne serait pas de trop que les députés également constituent une commission pour enquêter sur ce nébuleux. Ça me semble assez clair pourtant. Bon, je comprends qu'il faut, en même temps, il faut occuper l'espace. Cette bonne guerre, c'est le rôle du député de contrôler l'action gouvernementale. Nous savons tous très bien que quand le député Nithieu demande, par exemple, qu'on fasse un audit des comptes de la SNH les 20 dernières années, nous savons que c'est d'un coup d'épée dans l'eau, parce qu'à la vérité, les recettes, ou alors les recettes de la SNH sont quasiment classées secret défense. C'est une affaire qui se gère entre le chef de l'État lui-même et l'ADG. Donc de là espérer que il y aura une lisibilité sur les recettes produites par SNH. Je crois que c'est totalement surréaliste. Personne ne donnera jamais ces chiffres. Donc si on ne l'a pas fait hier, c'est pas aujourd'hui qu'on le fera. Donc c'est la première observation. Mais on aura fait bien de donner ce coup de pied dans la fourmilière pour davantage interpeller les gens. Parce que Glencore, pour ceux qui nous regardent peut-être à la gare routière de Banga, il faut leur dire que c'est une entreprise qui fait dans plusieurs secteurs d'activité, y compris dans le secteur du pétrole, qui parfois pour obtenir pour gagner des marchés, notamment dans le domaine du pétrole, parfois décide de corrompre les dirigeants de certains pays pour acheter la marchandise peut-être à 10 fois ou 50 fois le prix réel. Et donc la différence qui est parfois au-dessus, certains responsables qui sont en charge de l'affaire se partagent le reste et il y a des rétro-commissions très importantes. Là tu parles de Glencore. Oui, bien sûr. Non, bien sûr, pas de Glencore. Okay. Pas de Glencore. Et dans ces rétro-commissions-là, on a donné quelques chiffres. On parle aujourd'hui, on a près d'une vingtaine de milliards de francs que nos compatriotes se sont partagés entre eux, alors que la valeur réelle, d'après les experts, le bâtonnier Maître Akaïmouna a longtemps travaillé sur le sujet, c'est des centaines de milliards que l'État du Cameroun aurait perdu dans ces différentes transactions-là. Et donc, quelqu'un qu'on reconnaît avoir corrompu les dirigeants camerounais, le chef de l'État, quelqu'un qu'on reconnaît avoir corrompu les dirigeants camerounais pour obtenir ces marchés-là, notamment dans l'exploitation de notre pétrole, et le chef de l'État demandait d'ouvrir une enquête, que ces gens soient interpellés et sévèrement sanctionnés. Et l'ADG, Adolphe Mundiki, qui est le patron de la SNH, a également renchéri en saisissant de manière formelle le TCS pour dire que certains de ses collaborateurs qui seraient mêlés à cette affaire doivent être rapidement interpellés et sanctionnés. Et donc, ça me semble tout à fait évident que le process est en train de suivre son cours et maintenant qu'on est en pleine session parlementaire, il n'est pas inintéressant que les députés se penchent sur le sujet, sur le temps que la session s'ouvre au moment où il n'y a pas encore de... je vais dire le rendu, le verdict de l'affaire n'est pas encore tombé. Donc peut-être que c'est une pression supplémentaire qui pourra permettre à ce que ce scandale de trop, que les coupables soient identifiés et sévèrement punis,
tel que le chef de l'État l'a prescrit. Alors, juste pour comprendre bien vos propos, Didier Dengue, vous avez dit à l'entame de vos propos justement que notre Parlement, notamment l'Assemblée nationale, constitue en majorité des députés du RDPC. Ça peut gêner, on peut le comprendre, qui s'intéressent à ces affaires-là. Mais on a vu quand même le maître Akemouna le dire, et Guy avait rappelé que c'est également, il va de l'intérêt du Cameroun. C'est des milliards de francs CFA qu'on pourrait vraiment bénéficier. Donc ça ne fait pas de mal, un député de RDPC, de s'intéresser à l'affaire. Oui, et je suis tout à fait d'accord. Je ne pas contre l'État du Cameroun si on s'intéresse à l'affaire Glencore. Non, ce n'est pas contre l'État du Cameroun. Je voulais juste nuancer les propos de Guy Hervé qui parle de nos dirigeants qui ont été corrompus dans le cadre de cette affaire Glencore. Il ne s'agit pas de nos dirigeants, mais il s'agit des administrateurs d'une société d'État, la SNH. Donc on ne peut pas mélanger tout cela dans un même panier. Je comprends la naïveté de Didier. Non, il faut peut-être rappeler à Didier que les membres de l'administration de la SNH, on sait tous où ils se trouvent. Pour la plupart, ils n'ont même pas le bureau à SNH. C'est des hauts fonctionnaires qui sont en général logés à la présidence de la République. Non, en attendant... Donc, c'est dirigeant de la Cameroun. Le conseil d'administration de la SNH ne se trouve même pas à SNH. Je suis... La plupart des responsables, on sait où ils sont. Et donc, en réalité, on ne peut pas arriver à un tel degré de transaction sans qu'eux, ils n'interviennent. C'est pas possible. Non, il faut que les téléspectateurs retiennent que... Ils sont là-bas, ils ne sont pas SNH. Que c'est il s'agit de la SNH. Mais il ne faut pas faire le distinguo entre... Voilà. On n'a jamais parlé de la SNH. Non, on a parlé de la SNH. On n'a pas parlé des dirigeants camerounais. Donc, Guy Hervé, il ne faut pas tout mélanger. Il faut quand même permettre aux téléspectateurs de comprendre que... Le conseil d'administration de la SNH se trouve où? Certains vont penser que les ministres sont concernés par cette affaire. Quand on parle de dirigeants, on fait allusion à nos ministres, à nos gouverneurs et à tout cela. Certains sont concernés. Voilà. Certains sont concernés. Je ne sais pas si on n'a pas encore les noms de manière formelle. J'ai dit à l'entame que il est important de maintenir la pression. De maintenir la pression. Et Jean-Michel Nietzsche fait bien de rappeler cela. Maintenant, si les députés RDPC qui constituent le Parlement, parce qu'ils sont majoritaires au Parlement, ne trouvent pas intéressant d'aller contre la volonté. Je ne sais pas si le chef d'État a interdit aux députés RDPC de créer une sorte de commission, parce qu'il serait également intéressant de créer la commission pour accompagner l'action du chef de l'État qui voudrait que toute la lumière soit faite autour de l'affaire Glencore. Donc, il serait peut-être audacieux de la part de députés RDPC de constituer une enquête et d'accompagner l'action du chef de l'État afin que toute la lumière soit faite autour de ce dossier. Donc ce n'est pas une pression de trop. Je pense que c'est vraiment important de maintenir la pression et qu'on sache réellement ce qui s'est passé du côté de la SNH. Il y a quand même Jean-Michel Nietzsche qui dit que ça peut être intéressant que si les députés ne constituent pas une commission d'enquête, ça peut paraître comme une complicité de haute trahison, et justement qui répondront, est-ce que ça peut vraiment mettre une pression supplémentaire à ces députés Bien sûr. Dans la mesure où on l'a abondamment dit, c'est-à-dire que leur patron politique, qui est le président de la République, a demandé d'ouvrir une enquête. Donc il est de bon ton que ceux qui incarnent le renouveau, ceux qui représentent le peuple, qui sont au Parlement, suivent leur président qui a demandé d'ouvrir une enquête. Et à leur niveau, chacun leur fait ce qu'il peut. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Eux, au niveau de l'hémicycle, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est demander qu'on ouvre une enquête parlementaire qui s'inscrit dans le prolongement de ce qu'a demandé de faire le chef de l'État. Donc, en le faisant, ils sont en parfaite adéquation avec la volonté et le vœu de leur président national. Parce que la vérité, lui-même a prôné, je veux dire que lui-même a fixé son règne sous le pilier de la rigueur, pas sa gouvernance, pas son de la rigueur et de la... Bon, c'était on peut pas parler de règne. 42 ans ressemble à un règne. C'est pas un règne, nous ne sommes pas un royaume. 42 ans, ça y ressemble quand même. On n'est pas très loin du règne. 42 ans. Règne, c'est un royaume. Lui qui s'est inscrit sous le pilier de la rigueur de la moralisation, et donc l'affaire Glencore est une illustration parfaite d'exprimer cette moralisation dans la gestion des affaires publiques. Et les parlementaires qui représentent le peuple et qui doivent suivre le mouvement, le ton indiqué par leur président national, doivent naturellement, à leur niveau,
faire ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils soient du RDPC ou pas, se mobiliser pour que cette affaire... Il faut qu'ils aient aussi l'aval de leur président national. Mais le président national a déjà dit d'ouvrir une enquête. Mais il n'a pas demandé au Parlement de constituer c'est un aval suffisamment explicite. L'ouverture d'une enquête, il n'y a pas plus explicite que ça. Une fois qu'il a dit, ça veut dire qu'il veut voir clair dans l'affaire. Donc pour aider le chef de l'État à voir clair à leur niveau, c'est simplement de demander l'ouverture d'une enquête parlementaire. C'est ce qu'ils peuvent faire à leur niveau. Ils ne peuvent pas faire plus que ça. Donc s'ils se taisent, eh bien ça peut laisser croire qu'ils ont quelques intérêts, puisque vous savez, la plupart des hommes d'affaires, on peut croire que certains parmi eux sont impliqués, ils ne veulent pas se mouiller. Donc vous savez qu'aujourd'hui le prix du carburant ou alors le prix du pétrole rejaillit sur la cherté, le coût de vie de la population. Et même aujourd'hui, avec toutes ces pots de vin qu'on a, dont ils sont coupables, beaucoup les experts sont d'accord que cet argent aurait pu au moins servir à envisager la construction d'une autre raffinerie. Jusqu'ici, c'est une problématique. Et même député, je suis même surpris que Laurent Nietzsche n'en ait pas parlé. Heureusement, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, la session parlementaire ça commence à peine. Donc je suggère, parce que quand vous allez à l'hôtel des députés, à la chambre, au restaurant qui est en bas là, vous avez 2 grands écrans de télévision. Et tous les matins, ils regardent tous la revue, les grandes lunes, quand ils prennent le petit déjeuner. D'accord. Donc je leur suggère, comme il est encore temps, de poser très courageusement et sérieusement la problématique de la construction d'une nouvelle raffinerie. Parce que 60 ans après les indépendances, il n'est pas normal qu'on soit incapable de raffiner le propre pétrole. Donc ils peuvent rattraper ils peuvent rattraper tout ça, maintenant qu'ils sont devant tout ça, au petit déjeuner en bas, en entrant en session, de voir dans quelle mesure ils peuvent poser ce problème sur la table. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui envisager entendu Guy Fonga a fait Glencore, il est impératif que soit mise sur pied une commission d'enquête parlementaire, dit donc le député Jean-Michel Nietzsche dans la nouvelle expression de ce matin, et surtout procurez-vous cette édition parce qu'on raconte également comment le Cameroun est rentré dans ce scandale. On va passer à un autre sujet. Parlons du président de la République, justement. Quelqu'un parlait sur ce plateau de rigueur et moralisation, les piliers sur lesquels il a fondé sa gouvernance, comme va dire Didier Dengue. Et il y a le vice-président du Social Democratic Front, le deuxième vice-président notamment, Louis-Marie Cagde, qui estime que les 10 promesses tenues par le chef de l'État ont été des promesses fallacieuses, non tenues. On peut citer rapidement rigueur et moralisation, justement, il y a la paix et la stabilité. Il y a le fait que le Cameroun ne soit la chasse gardée de personne. Il ne faut aller parler au FMI. Et donc, il y a également la prospérité. L'émergence en 2035, 10 ans de l'échéance, on n'est pas encore, on n'a pas de visibilité, dit donc Louis-Marie Cagde. Il y a la démocratie, qui n'est pas la chose dont la mieux pratiquée au Cameroun, selon le vice-président du SDF, la lutte contre la pauvreté, qui justement n'a pas pu sortir les Camerounais de la pauvreté. Et puis, la modernisation de l'administration publique. Il y a le dialogue social qui ne marche pas, en tout cas, dit promesse non tenue par le renouveau. Est-ce que c'est votre avis, Didier Dengue? C'est l'avis d'un opposant. C'est l'avis de quelqu'un qui va accéder à la magistrature suprême, donc qui essaie au maximum de... Est-ce que dans les faits, on ne pourrait pas donner raison à Louis-Marie Cagde? Non, moi je ne partage pas les 10 raisons évoquées par Marie Cagde. Je ne suis pas d'accord avec lui, par exemple, sur l'aspect de la souveraineté. Quand le chef de l'État déclare que le Cameroun est la chasse gardée de personnes et le vice-président du SDF fait savoir que cette promesse n'a jamais été tenue, laissant croire que le Cameroun a laissé ou alors est en train de laisser l'ancien maître, ça sonne un peu très mal dans les oreilles des enfants qui nous écoutent à la maison et qui aspirent réellement à la souveraineté. Que le Cameroun a laissé la France et a eu d'autres maîtres. Je pense que ça sonne vraiment très mal. Et quand le vice-président du SDF commet cette tribune qui a été relayée par plusieurs médias, il ne tient pas compte du contexte international et de la pression du mondialisme. Il s'arrête tout simplement sur ce que nous connaissons déjà, les choses que nous savons déjà, et du coup je pense qu'il n'y a pas un plus dans sa sortie. C'est pour occuper l'espace médiatique, mais il y a des réelles réflexions à mener.
Et il a aussi parlé, il y a un aspect, il parle de FMI, quand le chef d'État dit que le Cameroun n'ira pas au FMI, il évoque également le dossier franc CFA, la monnaie qu'on utilise actuellement. Si le chef de l'État voulait réellement en découdre, devait réellement en découdre avec tous ces phénomènes, il fallait qu'il soit un dictateur. Et si on était dans la dictature, le vice-président du SDF n'aurait jamais parole dans une dictature. Le Cameroun évolue avec ce qu'on appelle démocratie, les droits de machin et consorts pour essayer de satisfaire tout le monde. Le chef de l'État, certes, s'est ouvert à la mondialisation, mais je pense que si il fallait aller dans le sens du vice-président du SDF, il fallait être une dictature. Le Cameroun n'est pas une dictature. Moi, j'aurais aimé que le Cameroun soit une monarchie, sérieusement, pour balayer tous ces fléaux qui sont présents dans notre pays, ces fléaux qui sont énumérés par le vice-président du SDF. Alors, Guy-Hervé Fonga avait également parcouru les 10 promesses à la suivante par le vice-président du SDF. Est-ce qu'à l'épreuve des faits, on peut donner raison à lui, Marie Kandé? Et vous comprenez mon inconfort, parce que je suis très gêné. Je pense comme tu es plus proche du SDF, c'est normal. Je suis proche du Cameroun. Non, je suis proche du Cameroun. Même si on regarde des choses avec des œillères, ouais. il faut qu'on ait au moins un minimum de consensus sur la vérité. Sur la vérité, sur les faits. Et on ne va pas refaire l'école ici, mais vous et moi savons tous ce sur quoi repose notre métier. C'est la sacralité des faits. Est-ce que dans les points évoqués par le Marie Kandé, on a l'impression, ça revient un peu parce que Mono disait l'autre jour, c'est une photographie exacte de notre quotidien. Quand vous prenez, parce que quand on parle de cette lecture qu'on a approximative de notre quotidien, ça va m'énerver les gens à la maison. Quand on dit par exemple que, prenons un point sur la rigueur de la moralisation, est-ce que quand vous observez le quotidien de nos fonctionnaires, est-ce que c'est une promesse qui a été tenue? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de... On a tout un gouvernement en prison, en concert à tout un premier ministre. Est-ce que c'est de la science-fiction? Pourquoi ils sont tous... C'est pour détournement pour la plupart. Ce n'est pas de la science-fiction. Ça veut dire que moi, sur ce point de la moralisation, il y a eu un échec visible et palpable. Donc, ce n'est pas la science-fiction. Quand vous prenez l'autre point évoqué par lui, qui est par ailleurs un brillant économiste, enseignant à l'université de... Je crois qu'il est à Marois, en ce moment. Et l'autre point, notamment évoquant la prospérité. Les chiffres sont clairs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand, à l'avènement du renouveau, on était à 30% des Camerounais qui vivaient qui vivaient sur le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, en 30 ans, 40, environ 35 ans plus tard, on est à peu près à 55% qui vivent sur le seuil. C'est-à-dire que 10,5 millions de Camerounais vivent aujourd'hui avec moins de 500 francs par jour. C'est le chiffre vérifié par tout le monde. Est-ce que c'est de la science-fiction? Le chiffre publié par que tout le monde peut vérifier. Donc la prospérité est à remettre au collant de grec. Elle n'arrivera quasiment jamais. Ces chiffres, tout le monde peut voir ça. Et dans la toute récente rencontre patronale du GECAM, par exemple, ils sont abondamment revenus sur le sujet. Et les chiffres publiés par l'INS, qui sont les fonctionnaires, disent qu'on a 10,5 millions de Camerounais. À l'époque, quand le chef d'État arrive, quand ce renouveau arrivait, on était à 30%, où on a dépassé les 55%. Ça veut dire qu'il y a une réduction visible de la qualité de vie des populations. Ce lieu de dire, ce n'est pas de la science-fiction. Et quand vous voyez tous les 10 points, quand vous les balayez comme ça, vous allez voir qu'en réalité, il y a comme une... je vais dire que c'est peut-être douloureux de le dire, mais il y a une dégradation réelle de la qualité de vie des populations. Le dire, ce n'est pas être opposant. Le dire, c'est simplement observer de manière froide le quotidien des populations. On a un des SMIC les plus ridicules d'Afrique centrale. On n'a pas connu la guerre comme le Rwanda. On n'a pas connu la guerre comme la Côte d'Ivoire. Mais quand vous allez dans ces pays-là, vous avez le sentiment que on est dans un pays sinistré et maudit. La preuve, quand le ministre, comment il s'appelle, Bagangele, le DGSN, dans sa récente sortie, se plaignait sur l'état de nos routes. Ou quand des gens, nous sommes en décembre, j'ai des amis qui sont pas revenus au pays depuis 20 ans, quand ils arrivent, ils me demandent, il y en a qui sont arrivés il y a quelques jours, ils demandent s'il y avait la guerre au pays entre-temps. Parce qu'il n'y a pas de route. Ils sont surpris
de voir l'état de dégradation de nos routes. Ils sont convaincus de ce qu'il y avait. Il y a eu la guerre au Cameroun entre-temps et eux n'étaient pas au courant. Parce qu'on a l'impression que Douala est une ville totalement sinistrée. Et le dire, ce n'est pas être opposant, c'est une observation froide de nos réalités. Et c'est simplement un rappel. En réalité, ce que le Marie Cardo fait, c'est du réchauffé. Il rappelle ce que les gens voient. C'est du réchauffé. On a même dit implicitement que c'est comme on connaît le vécu des Camerounais, mais pourquoi vous dites qu'en même temps vous n'êtes pas d'accord avec Luc Marie Cardo? Non, j'aurais aimé que Luc Marie Cardo lève un peu le débat, que de rester sur le populisme, sur ce que nous savons déjà. Tout ce qu'il dit là, nous le savons. Maintenant, j'aurais aimé... C'est moins vrai, et nous le savons déjà. Nous le savons. Mais Marie parle au peuple, il parle aux universitaires. Si vous levez le débat, il va au campus, à l'amphi, où il enseigne. Non. Il parle à la grande majorité des Camerounais. Quand on parle au Camerounais, 500 francs par jour. on parle un langage qu'ils vont comprendre. Oui, on parle un langage qu'ils vont comprendre, mais il faut pas tout le temps aboutir les Camerounais. Il faut pas que les Camerounais restent... En disant la vérité. Non. Des choses qu'on connaît déjà. Non, il faut rappeler. Non. Pourquoi rappeler des choses que nous connaissons déjà? Il faut peut-être que Luc Marie Cardo entre dans les causes profondes des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. C'est très facile de dire, de rester devant son ordinateur et de dire le Cameroun utilise encore le français. Est-ce que vous avez lu la tribune de Luc Marie Cardo? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On parle du dossier actuel. Nous parlons par exemple de dire... Vous ne lisez pas souvent. Non, je reçois... Luc Marie Cardo m'envoie ses chroniques tout le temps. Vous ne lisez pas. Je lis. Il a en 30 secondes. Vous ne lisez pas. Concluez votre position. Quand tout à l'heure Guy a fait allusion au Rwanda, le Rwanda est dirigé par qui? C'est un civil qui dirige au Rwanda? Est-ce qu'il y a l'opposition au Rwanda? Est-ce que vous avez des personnes comme Luc Marie Cardo qui peuvent critiquer le président Paul Kagame? Est-ce que vous avez des structures là-bas qui peuvent biaiser le travail, qui peuvent livrer, les ministres qui peuvent livrer de la pacotille aux populations? C'est parce que vous avez à la tête de cet État un militaire. Et vous avez quelqu'un qui exerce une sorte de dictature sur ces populations. Non, justement, Achille. Quand on parle du Cameroun, il faut tenir compte du fait que le président est un civil et que le président n'a pas cette capacité à gérer le Cameroun. Est-ce que les pays où il y a des civils, des pays dits démocratiques, on n'y a pas la prospérité? Quel pays, par exemple? Parlons par exemple des pays que nous prenons souvent en exemple. Vous parlez des États-Unis, vous parlez de la France, vous parlez de tous ces pays-là. Est-ce que ces pays ont été construits par ceux qu'on présente aujourd'hui comme des démocrates? Vous savez que... Non, je vois le plan. Est-ce que la France a été construite par Emmanuel Macron? Je vous explique, non. Vous ne voulez pas comprendre? Si vous allez... Il n'y aura aucune explication. Il n'y aura aucune explication dans ce sens. On sait que c'est des rois, des dictateurs qui ont construit ces grands pays. Ok. Si vous voulez absolument répondre à Didier, vous avez une minute rapidement. Nous parlons de croissance tout à l'heure. Je vais rester très factuel. Est-ce que vous savez que depuis quelques années, l'huile de palme qu'on consomme au Cameroun vient du Gabon? Ça ne vous gêne pas que l'huile de palme au Cameroun, on consomme l'huile de palme qui vient du Gabon? Les Gabonais consomment alors qu'on a les meilleurs, on a les meilleurs implants du monde. La Malaisie, qui est un des premiers producteurs mondiaux de pommes, a été sur l'Ira de Yaoundé pour récupérer la matière première. Quand on crée un environnement pour frustrer, décourager, à la limite pousser au suicide les entrepreneurs, on ne peut pas avoir une économie qui soit prospère. Quand vous voyez les fameuses certifications, pour exposer un produit dans nos grandes surfaces, on vous demande au minimum 20 licences. La toute petite licence coûte dans les 300 000. Comment est-ce que vous voulez que dans un environnement tel que celui-ci, on puisse encourager les gens à s'intéresser, à développer, à créer la richesse et à développer le Made in Cameroun? Ce n'est pas possible. Donc ça aussi, c'est un autre échec du renouveau qui nous a promis la croissance, qui, à l'épreuve de la réalité, n'arrivera quasiment jamais avec ce renouveau-ci. Le dit
Ce n'est pas de la science-fiction. Quand vous allez aujourd'hui, il n'y a pas de civil, il n'y a pas de militaire au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous savez, aujourd'hui, on a la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Non, il faut parler. A réussi à construire une autoroute que le monde entier nous envie. Alors aujourd'hui, pour le même trajet, on a pris 30 fois le même montant. On n'a toujours pas livré. Ok, on va conclure. La Côte d'Ivoire on va suivre. On a placé temps. Je crois qu'on peut avoir une minute. Ça nous permet de réaction pour évoquer rapidement la une de mutation. Ça m'a paru également intéressante. Paul Biaki n'était pas le premier choix. Rapidement, Guy qui n'était pas le premier choix de Daïd. C'est le recteur de l'université de droit qui est dit, agrégé de droit, rapidement. Alors, ça s'est revenu ces dernières années. On le dit toujours. Alors, c'est vrai que ça, on le sait tous, on le savait. Il n'a jamais été le premier choix de Paul Biya. Il y avait les Samuel Bois. À l'époque, il y a Yaïs Vondo qui étaient les premiers choix. Ça, on le sait. Mais moi, ce qui m'a heurté, enfin pas heurté, mais qui m'a un peu fait sursauter en lisant ça, c'est que ça vient de Magloire Ondoa, qui est disons-le ainsi, fonctionnaire. Parce que dans les sciences de l'information et de la communication, il est enseigné que le message, c'est le médium. C'est-à-dire que le message n'a de portée et de valeur que par rapport à celui qui le délivre en réalité. Donc nous, on le dit tous les jours, hein, mais ça n'aura jamais le même impact. Donc quand je vois tout un recteur sur lui faire une telle sortie, pour moi, ce n'est pas une sortie anodine. Ça prend 13. C'est un peu comme la route avec Bagangélé. Nous, on vit ça tous les jours. On en parle, mais il a fallu que Bagangélé en parle pour que ça fasse le tollé qu'on a vu. Donc, le message, c'est le médium. Donc, quand ça vient de tout un recteur, ça veut dire qu'il faut faire. Il faut comprendre des choses. Il faut faire très attention. Le message n'est pas celui-ci, mais il est ailleurs. Il faut lire ça au second. Mais il faut restituer les faits. Le recteur de l'université de Douala ne cite pas de nom. Il n'y a aucun nom qui est avancé par le recteur. Et quand vous lisez... Le nom de qui était le premier choix. Mais au moins, c'est que Paul Biya n'était pas le premier choix. C'est suffisant. Sauf que Guévé a laissé croire qu'un certain Samuel Bois a ici... Non, c'est l'histoire. Non, laissez Guévé. Ça aurait pu être d'autres. Ça aurait changé quoi? Sauf que dans la sortie du recteur, en lisant Mutation, on nous fait savoir que le premier choix n'était pas tout ce que Guy avait à citer là, mais que le premier choix venait de la région du Grand Nord. Donc il faut... Non, il faut...